Il faut faire attention parce qu'en politique, quand on n'est pas soi-même, on s'abîme. La culture, c'est très très bon pour prévenir toutes les formes de violence. Et là, j'aperçois monsieur... Une victime, elle doit pas se cacher. Est-ce que parfois, vous avez regretté d'avoir parlé ? Jamais. Et j'ai une expression qui dit... Elle a eu le courage de rompre le silence dans un hémicycle encore trop sourd à la douleur des femmes. Sandrine Josso, députée engagée, femme debout, porte une parole rare, celle d'une survivante devenue actrice du changement. Aujourd'hui, elle est avec nous dans la voie de la résilience. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, Sandrine, comme vous le savez, dans cette émission, on parle résilience. J'aimerais savoir, qu'est-ce que la résilience pour vous ? La résilience, pour moi, c'est une capacité extraordinaire qu'a une personne à se remettre d'un événement qui est plutôt associé à une épreuve dans sa vie. Ça peut être un traumatisme. Et je pense aussi qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la résilience. Certaines personnes ont plus de possibilités d'être résilientes pour plein de raisons. Et d'autres un peu moins. Quelle blessure vous a un jour obligé à vous relever autrement ? Quelle blessure Je sais, c'est difficile de répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis toute petite, je suis très attachée à la justice. Et j'ai compris très jeune que quand on est une petite fille, eh bien, la société, en tout cas dans notre pays, par plein de manières, nous assignait. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait pas du tout. J'étais attachée aux droits humains de manière, on va dire, innée, je pense. Et dès qu'on voulait m'assigner à quoi que ce soit, je trouvais pas ça normal. Et je disais que je voulais pas de cette assignation et que moi, ce qui m'importait, c'était la liberté. Et justement, c'est quoi pour vous la liberté ? La liberté, c'est tout simplement se sentir libre d'être soi-même, libre de penser ce qu'on a envie de penser et surtout de pouvoir aussi accéder à des rêves parce que ça, c'est quand même très important. Et justement, aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment accès à cette liberté de par vos fonctions ? Moi, je me suis toujours sentie libre, donc je m'arrange toujours pour l'être d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas s'il y a une méthode, mais en tout cas, je suis convaincue que plus on est libre, plus on est cohérent avec soi-même. Et quelque part, il y a une certaine forme de bien-être à se sentir libre. Mais pour être libre, il faut aussi une certaine discipline. Faut pas l'oublier, ça. La liberté, c'est pas l'anarchie. La liberté, en fait, elle s'adopte dans une façon d'être, dans une façon de faire. Et moi, je l'ai chevillée au corps, vraiment. Et pour moi, être libre, c'est la plus grande force qu'on a. Alors, c'est rigolo parce que liberté chevillée au corps, oui. Eh oui. Donc, vous avez révélé avoir été victime de soumission chimique. Oui. C'est une violence qui est encore invisible et sournoise, difficile à prouver. Bon, oui. Bien que désormais, là, grâce à vous et d'autres, c'est en train de bien bouger. Qu'est-ce que ça fait de vivre ça, justement, et de ne pas être cru immédiatement ? Alors, je ne me suis pas posé ces questions-là, en fait. Alors, évidemment, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais comment se fait-il que toi, ce soit évident pour toi de dire les choses sans te poser de questions ? Parce que je suis faite comme ça depuis toute petite. Je pense que quelqu'un qui vit, on va dire, des atteintes à ses droits humains, moi, ce que j'ai vécu dans cette soirée du 14 novembre, eh bien, pour moi, c'est pas normal. Donc, il faut le dire, il faut le dénoncer.
tout simplement, avec, on va dire, la tempérance qu'il faut, hein, ça sert à rien de le crier, mais avec aussi, je pense, l'aplomb nécessaire. Il faut dire quand les choses ne sont pas au service de notre liberté d'agir, de nous exprimer, quand quelqu'un veut nous soumettre, quand quelqu'un veut nous manipuler. Ça, c'est pas quelque chose d'entendable, c'est pas quelque chose d'acceptable pour moi. Et j'aimerais vraiment que les individus soient un peu plus libres. Ça, c'est important. Il y a certainement une voie pour le faire. La liberté, c'est quelque chose qu'on construit au fur et à mesure du temps. C'est pas une évidence. C'est une valeur. Et quand on suit cette valeur-là dans notre vie, eh bien, ça donne des ailes. D'accord. Donc, on peut dire qu'au moment où vous avez brisé le silence, ça a continué à affirmer en vous ce sentiment-là que vous aviez depuis que vous étiez donc plus jeune, si j'ai bien compris. Oui, depuis toute petite, en fait. Voilà, de dire ça, c'est pas normal, donc je vais le dénoncer. C'est ça. Donc en fait, c'est venu renforcer cette force que vous aviez déjà. Tout à fait. Et je suis tellement convaincue de cela que tous les êtres humains doivent être respectés, que pour moi, c'est fluide. Et je pense que dans la manière de le faire, c'est naturel. Donc, quelque part, on pourrait dire que votre résilience à vous, elle est née dans votre prise de parole ou pas? Ma résilience, je l'ai construite au fur et à mesure de ma vie. J'ai eu d'autres expériences difficiles dans ma vie. J'étais une petite fille hypersensible, donc j'ai appris à apprivoiser mes émotions au fur et à mesure du temps. J'ai eu la chance aussi de pouvoir être créative. J'ai fait du théâtre, j'ai beaucoup dessiné. Pour moi, la créativité, ça aussi, c'est un axe pour pouvoir atteindre la liberté. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis construite avec, on va dire, toutes ces richesses-là, avec aussi beaucoup de curiosité. Et j'adore comprendre, j'adore apprendre des choses. Moi, une bonne journée, c'est une journée où j'ai appris quelque chose. Je vous rejoins. Justement, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez des podcasts, j'en sais rien, vous lisez, parce que vous avez un emploi du temps qui est quand même assez chargé. Oui. Comment vous essayez de toujours apprendre quelque chose? Bon, vous allez me dire qu'on apprend toujours de la relation à autrui. Donc déjà... ça, c'est la première chose. Moi, je suis passionnée des relations qu'on peut avoir les uns les autres. Je trouve qu'on a en face de nous, dans notre vie, on croise par exemple des personnes qui... en fait, ce sont des livres ouverts. On a beaucoup à apprendre des autres. Ça, j'en suis convaincue. Parfois aussi, on peut avoir des frictions avec les autres, mais ça nous permet aussi d'apprendre certaines choses. Alors, le premier vecteur pour moi de compréhension du monde, c'est certainement toutes les personnes qui nous entourent. Donc, je suis très attachée à écouter. Et puis après... vous avez compris, comme je suis curieuse, je rencontre des gens différents. J'aime pas l'entre-soi. Et donc de cette, on va dire, de cette richesse de toutes nos différences, eh bien, je pense que j'arrive à avoir aussi une culture générale beaucoup plus large. Je m'arrête pas non plus à la France. J'adore voyager. Et je voyage de plein de manières. Je voyage aussi dans la culture, dans les livres, dans les podcasts. J'adore les podcasts. Et puis j'aime bien aussi voyager à travers l'assiette. Je trouve qu'on a plein de façons devant nous et dans notre monde de voyager. Mais peut-être la première chose pour pouvoir voyager et s'autoriser à voyager, c'est aussi s'autoriser à rêver. Et j'aime beaucoup écouter les rêves
des personnes. Voilà, chacun a des rêves depuis tout petit. Hein. Quand on est enfant et que on rêve d'un métier, d'une vie, je trouve que c'est très intéressant de poser des questions aux enfants. Ah, ok, tu veux faire ce métier-là et comment tu vas t'y prendre? Très intéressant d'accompagner les personnes sur le chemin de la réalisation de leurs rêves et dès l'enfance. J'accorde beaucoup d'importance aux voix des enfants. Les enfants sont très inspirants. C'est vrai. Et du coup, c'était quoi votre rêve quand vous étiez petite, Sandrine? Alors, moi, je voulais devenir conférencière. On n'est pas loin. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez un nouveau rêve? Aujourd'hui, un rêve plus grand? Aujourd'hui, j'aimerais proposer pour certaines personnes, pour la société, on va dire des idées beaucoup plus claires. Je trouve qu'on est dans une société où il y a beaucoup de flou et justement, on est beaucoup manipulé à cause de tout ça. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner aux personnes qui sont autour de moi des clés de compréhension du monde, des clés aussi pour atteindre de la connaissance, de la liberté et voilà, de choyer notre libre arbitre. J'aime beaucoup la science, j'aime beaucoup tout ce que font les chercheurs. Je trouve qu'on ne s'intéresse pas assez à toutes les sciences d'ailleurs, et je trouve qu'en politique, on ne décide pas assez avec les sciences. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que quand on s'appuie sur des données scientifiques, eh ben, on est vraiment pris au sérieux. Et je trouve que ça, c'est un bon atout. J'aimerais contribuer à créer une sorte de, par exemple, un think tank sur tous ces sujets scientifiques, à commencer par les sciences sociales. Comment on se comporte, comment on éduque nos enfants, comment on éduque les petits garçons aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre pays, eh bien, selon les statistiques, les prisons sont remplies à peu près de 96,3% d'hommes. Donc ça pose des questions en fait sur qu'est-ce qu'on dit aux petits garçons. Je crois que, vous savez, cette expression « sois fort, mon fils », c'est une expression qu'il faut vraiment mettre de côté parce qu'elle est mal comprise quand on est un petit garçon. Et force, en fait, s'allie à agressivité, parfois, à dureté. Et pour moi, il n'y a rien de plus fort qu'un homme doux. Il n'y a rien de plus fort qu'un homme sensible. Et je trouve très courageux ces hommes sensibles, ces hommes forts. Quand un homme pleure, on devrait lui dire « Écoute, t'es très courageux de pleurer » parce que, en fait, ça révèle toute ton humanité. Et quelque part, en imposant à nos petits garçons toutes ces règles du patriarcat, en fait, on les déshumanise. Et il faut faire très attention à ça. J'aimerais vraiment proposer autre chose pour humaniser nos petits garçons et puis les hommes de demain. Parce qu'au fond... un homme, il n'a pas envie, finalement, d'être mal aimé, d'être dur. Il a envie, comme tout être humain, d'être respecté dans ce qu'il est. Et je crois que l'humanité, elle n'a pas de sexe. Et on ne peut pas dire, quand on est un homme, il faut qu'on mette de côté des valeurs humaines. Et le patriarcat, en fait ça, parce qu'il y a des espèces de biais dans la société. Et ça nous amène à la fabrique de la violence aujourd'hui. Et je crois qu'on peut faire différemment. Comme on l'a fait, en fait, on a créé le patriarcat. Maintenant, on peut certainement créer un humanisme beaucoup plus équilibré et respectueux.
Il est beau votre rêve. J'espère que vous allez, que vous allez le réaliser. J'y travaille avec d'autres personnes. Ouais, bien sûr. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de porter des sujets qui me dépassent. Et il y a plein de gens qui sont animés aussi de cela, des gens qui ont une belle intelligence humaine, qui comprennent aussi l'importance de prendre en compte toutes les dimensions de l'être humain. L'âme, le corps et tout ce qui fait de nous qu'on est complet. Moi, j'aime beaucoup aussi la poésie, par exemple. Il y a plein de moyens d'accéder à une compréhension du monde. Et la culture aussi. La culture, c'est très, très bon pour la santé et c'est très, très bon pour prévenir les violences et toutes les formes de violence. Et justement, comment vous expliqueriez cette, on va dire, remontée du masculinisme ces derniers temps ? Parce qu'il y a quand même une... Oui, il y a vraiment une sorte de vague, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, voire parfois un tsunami. Il faut faire très attention à cela. C'est une organisation sur des concepts, avec justement une manipulation des individus. Donc c'est très dangereux. Et puis, il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi abondé par quand même pas mal d'argent. Donc avec des moyens, on arrive à faire beaucoup de choses. Les réseaux sociaux potentialisent aussi toute cette vague. Alors là, on en est à la phase du constat. Je crois qu'il faut changer de paradigme. Il va falloir faire les choses différemment. Ça va pas être simple, ça va pas se régler du jour au lendemain. Mais j'y crois. Et on est dans la période la plus inconfortable, c'est-à-dire qu'on voit toutes ces émergences concrètes. En fait, les réseaux sociaux, aussi tous nos outils, les téléphones, devraient nous permettre d'accéder en fait à du progrès, sauf que là, ce sont parfois des armes. Et c'est ça qui est inquiétant. Et c'est ça qu'il va falloir changer. Justement, en quoi, selon vous, la soumission chimique est une nouvelle arme de domination ? C'est une arme de domination que j'ai découverte. En fait, elle est là depuis très longtemps. Oui. On a soumis chimiquement des enfants. C'est du berceau à l'EHPAD. C'est quoi la soumission chimique ? C'est tout simplement un individu qui décide d'utiliser une substance. Ça peut être le détournement d'un médicament ou une drogue. Cette substance, il administre à son insu à une autre personne. Cette autre personne, ça peut être un enfant à des fins de pédocriminalité, d'inceste. Ça peut être une femme, un homme pour l'agresser sexuellement. Ça peut être aussi une personne âgée pour lui faire signer des contrats. Donc ça a aussi des fins délictuelles. On peut aussi vous droguer pour vous voler votre carte bleue. Enfin, vous voyez, il y a plein d'expressions. Donc c'est très dangereux. C'est un mode opératoire qui est quand même très répandu. Où on retrouve beaucoup de trucs et astuces, entre guillemets, sur des blogs, sur en fait, les réseaux sociaux. Et ça, il faut faire très attention à ça. La soumission chimique est bien présente dans notre société. Il faut mieux la connaître. Il faut que la société soit solidaire. C'est pour ça que moi, j'ai demandé à ce qu'on ait une grande campagne tout public pour bien connaître la soumission chimique et pour faire en sorte que ceux qui exploitent en fait la vulnérabilité d'une personne puissent être arrêtés et démasqués et punis. Petite pause dans cet épisode. Si tu te sens parfois fatigué de tout analyser, de tout ressentir, ou même d'avoir l'impression de revivre les mêmes schémas, ce n'est pas un hasard. Ton cerveau a appris à te protéger. Et ce qu'il t'a appris à faire, il peut aussi l'apprendre autrement. Et ça, c'est pour ça que j'ai créé le profil résilience. C'est le point de départ. C'est un test unique basé sur les neurosciences qui t'aide à comprendre comment ton cerveau gère le stress, comment ton cerveau gère l'attachement
et les émotions. En 15 minutes, tu vas découvrir ton mode de fonctionnement, force cachée et surtout ce qui te freine aujourd'hui sans que tu t'en rendes compte. Les femmes qui l'ont fait me disent toutes la même chose. J'ai enfin compris pourquoi je réagissais comme ça. Et c'est ce que j'ai envie que tu te dises toi aussi. Écris profil en commentaire et je t'envoie le lien. Respire et continue notre écoute. Si cet épisode t'a parlé, bien sûr, abonne-toi et partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Et justement, est-ce que vous pensez que la France est vraiment prête à regarder cette réalité en face ? La France, elle part de très loin. Hein. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que on aurait tous envie de se dire qu'on progresse. Sauf que le progrès, il se fait vraiment de manière pas très efficace. Quand on se compare à d'autres pays, on se dit qu'on part vraiment de très, très, très loin. La France n'est pas du tout à la hauteur, en fait, sur la protection des enfants, la protection des femmes. Malheureusement, les victimes de violences sexuelles sont quand même très clairement identifiées comme étant des femmes. Voilà, je pense aussi à tout ce qui est tabou, notamment l'inceste. Ça, il faut faire très attention à ça. Et la France, elle n'a pas aujourd'hui une vraie politique d'État pour endiguer ce fléau. Alors, il faut que ça avance. Je fais partie de ceux qui souhaitent faire avancer les choses. Je lâche rien. Ça prend beaucoup d'énergie, mais heureusement, d'autres personnes sont avec moi, donc m'apportent aussi cette énergie pour continuer à avancer. Il faut beaucoup de détermination, de l'audace, de la pugnacité, et puis surtout ne pas avoir froid aux yeux. Mais je pense que ça, c'est bon. Et pourquoi, à votre avis, on part de si loin ? La société française, ok, le code napoléonien, tout ça, tout ce qui est inscrit depuis des années. C'est tout ça, notre histoire a en fait cette expression d'assignation, de domination. On aime dominer les enfants dans notre pays, c'est un peu inconscient quelque part, et on fait tout pour. On aime aussi dominer les femmes. La sexualité, en fait, s'impose avec aussi des enjeux de domination. Donc ça, il y a vraiment une inquiétude à avoir sur ça, et un changement total de mode, en fait, de vie par rapport à toutes ces expressions du patriarcat. Dans les couloirs du pouvoir, la parole d'une femme qui dit « j'ai été agressée », est-ce qu'on l'écoute ou est-ce qu'on la classe ? Bonne question. Je crois qu'on la classe d'abord. Après, c'est aussi à chacun de nous d'en faire quelque chose. Alors, j'en ai parlé pour fédérer. Voilà. C'était ma première intention. Je me suis dit, il faut que tu en parles parce qu'il faut fédérer des forces autour de ça. C'est inadmissible, en fait, de vivre ça. Moi-même, quand j'ai vécu, en fait, cette soumission chimique, j'ai ressenti beaucoup de douleur parce que, quelque part, ce qui est traumatisant, c'est l'intentionnalité. Savoir que quelqu'un qui est dans votre vie, moi, c'était un ami que je connaissais depuis 10 ans, mais ça peut être votre mari, je pense par exemple à Gisèle Pellicot, ça peut être quelqu'un de votre entourage, votre collègue de travail, en fait quelqu'un qu'on connaît, et malheureusement c'est la plupart du temps quelqu'un qu'on connaît, décide et prémédite de vous faire du mal. Vous voyez ? Ça, c'est très traumatisant. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est traumatisant. Moi, j'ai mis 2 ans à m'en remettre de ça. Et encore, comment je m'en suis remise ? Parce que j'ai pu être suivie par des spécialistes. Vous voyez, j'ai pu être aidée par mon entourage. Mais les victimes, quand elles dénoncent, elles sont jugées, elles sont parfois rejetées. Financièrement, c'est très difficile parce que ça coûte très cher, une procédure judiciaire.
Ensuite, si on est au courant qu'elle a dit les choses, eh bien, on va lui mettre des bâtons dans les roues, dans sa sphère privée, sa sphère sociale, et puis aussi dans sa sphère professionnelle. Et je suis très attentive à ça parce que ce parcours du combattant, quand on est victime, mais c'est pas tolérable. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est d'entendre des personnes dire « allez porter plainte », donc encourager à aller porter plainte. C'est bien, on va dire, ça part d'une bonne intention. Mais les personnes qui portent plainte sont très courageuses. Et comme celles qui ne portent pas plainte d'ailleurs, parce que elles sont aussi très au clair sur ce qui va les attendre. C'est-à-dire du surtraumatisme. On va les faire culpabiliser, tenter de les faire culpabiliser. Vous voyez, c'est plein de situations comme ça. Donc c'est pour ça que porter plainte, oui, mais au bon moment. Et donc moi, je forme les policiers sur tout ce qui est violence faite aux femmes. Et c'est vrai que dans leur discours, moi, j'essaye de justement de leur faire entendre que... parce qu'ils sont sur le résultat, le policier est sur le résultat. Il est formaté un peu comme ça. Il attrape le voleur, il veut le mettre en prison. Vous voyez, non, mais c'est très... c'est caricaturé, hein, mais... donc là, c'est pareil. Il a une victime, il veut qu'elle dépose plainte. C'est vrai. Pour la procédure, il serait mieux qu'eux. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je pense que... de mon point de vue, je pense que vous allez être d'accord de toute façon, c'est le fait d'agrandir justement ou de lever justement l'imprescriptibilité des peines. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Il n'est pas facile ce mot à dire. Non. Surtout que j'ai soif. On peut boire un peu d'eau. Ça va, ça. Mais ouais, je pense que si déjà ça pouvait changer... Au moins les victimes, je pense que voilà, pourraient se sentir plus à l'aise, se dire bon, c'est pas le bon moment. Là pour l'instant, je suis pas prête. Je vais d'abord me reconstruire pour pouvoir après déposer plainte. Parce que c'est pas simple de déposer plainte effectivement. Et j'ai reçu il y a quelques temps, il y a 15 jours, j'étais avec Colline Berry. Donc on a parlé de ça justement. Et de la manière dont parfois tu es reçu aussi dans les commissariats, les questions qu'on te pose. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué, hein. Ouais. Et ouais, il y a vraiment tout ça à prendre en compte, mais faut y aller. Faut y aller. Il faut que la société aide toutes ces personnes qui souhaitent porter plainte. On devrait les applaudir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une victime porte plainte, il faut lui dire bravo. Toute la société devrait tout simplement lui dire bravo. C'est un petit mot qui changera beaucoup les choses. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue hier soir. Alors, en plus, Ah oui, là, c'est tout frais. C'est tout frais. Hier soir, à l'Assemblée nationale, il y avait un moment de convivialité, d'organiser pour la fin de la session parlementaire qui reprendra maintenant qu'en septembre. Donc, nous étions le 8 juillet, donc... J'ai été invitée par la présidente de l'Assemblée, comme tous mes collègues députés. Et avant d'y aller, je me suis dit, mais ok, pourquoi t'y vas? J'ai dit, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'y vais, mais je sens qu'il faut que j'y aille. Voilà. Okay. Bon. J'arrive dans les jardins de l'Assemblée. C'était la fin du discours de Yaël Braun-Pivet, notre présidente. Et là, j'aperçois Monsieur Gérard Larcher. Ah!
Monsieur le Président du Sénat. Je n'avais pas eu l'occasion de le voir à l'Assemblée nationale depuis certainement au moins 2 ans. Donc, je le regarde. Je me dis peut-être qu'il va me reconnaître. Et il ne semblait pas me reconnaître. Et j'étais en train de discuter avec des collègues et comme on était proche de lui, il est naturellement venu saluer notre groupe. Et il me tend la main sans me regarder dans les yeux. Et peut-être parce qu'il y avait, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'il y avait du monde, peut-être qu'il avait peut-être pas tilté que j'étais Sandrine Josso. Je me suis dit, bon. Néanmoins, alors là, je me suis dit, mais je sais pourquoi je suis venue ce soir. Donc, je lui ai dit, bonjour Monsieur Larcher, je suis Sandrine Josso. Et là, en fait, je l'ai vu très surpris. Et en plus, il y avait tous mes collègues autour. Et il me dit, je m'occupe de lui. Et il est parti, mais presque en courant, enfin, précipitamment. Et là, je me suis dit, mais voyez, ça, c'est très important de faire ça. C'est-à-dire qu'une victime, elle ne doit pas se cacher. Et je crois que c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est que les victimes, il faut les regarder. C'est important qu'elles soient vues. C'est pas quelque chose de sale d'être victime. C'est pas quelque chose d'honteux. Et je crois aussi que la société tout entière doit être capable d'honorer les victimes. Ça, c'est un changement total de paradigme, mais qui est quand même très important. Vous avez pris position aussi sur le contrôle coercitif. Alors, je pourrais pas dire son nom parce que avec le docteur Andrea Brouvintila. Voilà, je vous le laisse. Donc, pour faire reconnaître l'emprise psychologique comme une violence, en schématisant. Pourquoi pour vous c'était si important que ça ? Le contrôle coercitif. Oui. Alors, pour moi, j'ai compris que le contrôle coercitif, c'est une sorte de méthode. C'est une méthode de manipulation qui est utilisée par des individus tordus, tout simplement. Donc, ça consiste en quoi ? C'est-à-dire que ça consiste en une méthode bien répertoriée, avec des choses très clairement identifiées scientifiquement, qui, en fait, font que cet individu tordu, il met une personne dans une situation où il va l'isoler, il va contrôler ses dépenses, contrôler ses allées et venues, contrôler par exemple, ses fréquentations. Tout ça a pour but d'enfermer en fait un individu dans une cage, et toutes ces méthodes, l'isolement, le contrôle, le dénigrement, tout ça, c'est tout simplement, ce sont les barreaux d'une cage. Et au fur et à mesure, la personne, elle ne peut plus sortir de cette cage-là. Et le contrôle coercitif, c'est quand même très répandu dans notre société. C'est un indicateur très puissant aussi qui amène aussi le féminicide. Donc, il faut quand même le savoir. Donc, pour moi, en cohérence avec ce que je porte, avec cette nécessité de faire que les enfants qui vivent un contrôle coercitif par un parent, on va dire, toxique, eh bien, sont dans des souffrances terribles. Une maman, une femme qui vit un contrôle coercitif se retrouve dans une situation de détresse absolue. Et ça, la science démontre que c'est vraiment très identifié. C'est pas une pathologisation dans la tête d'une femme. C'est pas du tout ça. Le contrôle coercitif, c'est manifeste, c'est documenté scientifiquement, et c'est tout simplement des outils au service, par exemple, d'un individu qui veut soumettre un autre individu.
Et voilà, il y a une soumission chimique qu'on connaît bien maintenant ou mieux, mais aussi il y a une soumission comportementale. Et c'est ça, le contrôle coercitif. D'ailleurs, en parlant de documents, ça me fait penser, Alors, je pense que quand cette interview va sortir, Karine Dufour aura déjà sorti son documentaire sur le contrôle coercitif. Ah, très bien. Vous connaissez Karine ? Oui. Voilà. Et je crois qu'il va sortir bientôt. Et moi, enfin, Karine, je trouve qu'elle a un don pour parler des violences. Et je sais pas si vous l'avez vu, le documentaire sur Marie Trintignant et l'affaire Kanta. Oui. Voilà. Et la manière dont à chaque fois et puis elle en a fait plusieurs. Elle a fait sur l'emprise sectaire. Mais bon, l'emprise, ça reste une emprise. Hein. Et je pense que sur le contrôle coercitif, il va bien éclairer la société, j'espère, en tout cas. Enfin, j'ai pas de doute sur la qualité du documentaire, mais plus de doute sur... j'aimerais qu'il soit vu, il faudrait que ça soit passé dans les écoles, il faudrait que ça soit passé partout, en fait. C'est important. Hein. Ouais. Quand on a justement cette possibilité de comprendre tellement de choses, c'est très éclairant. Et on fait de la prévention. C'est ça. Tout à fait. Est-ce que parfois, vous avez regretté d'avoir parlé ? Jamais. Jamais. Ça y est. Au moins, c'est clair. Parce que j'ai une expression qui dit « se la fermer, c'est s'enfermer ». Ah ! Hors de question Pas mal. que je me mette en prison. Ok. Ça va. Je ferai un petit short avec cela fermé. C'est pas mal. Ah, j'aime bien. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à une femme qui n'ose toujours pas parler ? Allez-y. Aujourd'hui, une femme qui n'ose pas parler, je la comprends. Je crois que c'est la première chose, je dirais... Ouais, je lui dirais, je te comprends. Et ensuite, je lui demanderais pour quelle raison, parce que c'est important aussi de comprendre le pourquoi. Et j'écouterai ses réponses pour peut-être parler aussi de tout ça, de ses freins. Et je crois que c'est déjà peut-être un bon chemin, parler de ces freins-là, qu'elle puisse bien les identifier. Et après, lui dire qu'effectivement, il y a peut-être aussi un bon moment pour parler. Et peut-être c'est pas aujourd'hui, peut-être c'est pas demain, peut-être ce sera à un autre moment. Puis il y a une façon aussi d'exprimer les choses qui peut être plurielle. On peut s'exprimer à travers plein de moyens, la parole, le chant, le dessin, le théâtre. Il y a plein de moyens d'expression. L'important, c'est de libérer en fait toute cette douleur en nous à un moment donné. Et plus elle se libère de manière, on va dire consciente, mieux c'est. Parce que il faut faire attention à la colère si elle n'est pas accompagnée d'une action. La colère pour la colère, c'est quelque chose qui peut être très destructeur, mais la colère pour l'action derrière, je trouve ça très bien. Sandrine, quelle est votre plus grande victoire jusqu'ici ? Ma plus grande victoire, c'est mes enfants. Bien sûr. C'est normal. Ouais. On dit souvent que la résilience est un moteur d'engagement. Comment la vôtre a nourri votre combat politique ? Intéressant. Alors, c'est puissant comme question.
La résilience, pour moi, quelque part, c'est une forme de foi. Foi en la vie, foi en l'être humain. Aujourd'hui, elle nourrit ma vie, oui, à plein d'endroits. Dans ma capacité peut-être à être aussi empathique, je crois que c'est important. Et au niveau politique, la résilience, elle ouvre les champs des possibles. Et je me dis que tout est possible aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus on cultive la résilience, plus on sera en capacité d'accompagner dès l'enfance notre réserve de résilience, et bien plus on cultivera les champs des possibles. Plus on pourra créer aussi un avenir avec des ressources à plein d'endroits. Donc justement, Sandrine, est-ce que vous avez eu l'impression que l'Assemblée nationale était prête à entendre cette parole ? Alors, est-ce que j'ai eu Alors, je ne me suis pas posé la question. J'ai pensé que c'était le moment. Et je me suis dit, de toute façon, il faut provoquer le moment. Donc, c'est parfois, peut-être la sidération peut avoir du bon. Et je me dis, bon, sidérons alors. Tout simplement. Et après, c'est un travail de fond que je fais dans le regard que je pose aussi à mes collègues, à tous mes collègues d'ailleurs, même mes collègues d'opposition. Il y a... Ce qui est important aussi, c'est de créer une sorte de complicité les uns avec les autres. On ne peut pas être que dans l'agressivité, dans les postures. La vie aussi, ça peut être des belles complicités pour des sujets qui nous dépassent. Et je crois qu'il y a quelque chose. Je pense que dans tous les êtres humains, il y a quand même une volonté à la base, voilà, de pouvoir vibrer dans la vie, d'être dans sa mission de vie. Il y a quelque chose. Alors après, les événements de la vie en poussière parfois cette belle fibre de base. Mais moi, j'aime bien dépoussiérer ça et dénicher aussi certains trésors que nous, les individus, on a empoussiérés, on a cachés, et sans être non plus dans un monde de bisounours, attention. Ma vision maintenant de l'être humain, dans une période où je vais bientôt avoir 50 ans, dans une période où je suis aussi capable de regarder dans le rétroviseur de ma vie aussi politique. J'ai, je pense, une grande conscience des capacités des individus, des capacités à faire le bien et aussi à faire le mal. Et j'ai aussi, je pense, dans cette expérience douloureuse de ce que j'ai vécu avec le sénateur, maintenant une sorte de, je ne sais pas comment dire les choses, une sorte de détecteur à danger. En fait, les individus, parfois certains, ne sont pas alignés. Je le vois tout de suite. Et je vais, en fait, pas mettre beaucoup d'énergie dans la relation à une personne qui n'est pas alignée. Parce que, pour moi, ne pas être aligné, quelque part, il y a un danger de fiabilité. Et j'aime aller vers la fiabilité des individus. Et sur certains sujets, à certains moments, on peut aller chercher la fiabilité et nourrir cette fiabilité-là. Et dans ce qu'on vote, dans les combats qu'on porte, j'aime aller chercher ça. Et j'aime aller, en fait, fédérer, rassembler, voilà, en sachant très bien que
tous les individus n'ont pas cette même dose de fiabilité à certains moments. Néanmoins, je crois qu'il y a une vraie puissance, une vraie force que je nourris au fur et à mesure du temps, en allant chercher cette fiabilité chez tous les individus, et en même temps en étant tout à fait discernante sur le fait que certains ne sont pas fiables. Mais l'important, c'est de le savoir. C'est de le savoir. Hmm. Ouais. Je vous rejoins. Et c'est... Alors, c'est rare, hein, mais vous êtes très connectés, finalement, avec tout ce qui est... on l'entend dans votre discours. Et c'est rare parce qu'en général, les personnes qui sont plutôt dans la politique n'osent pas aborder ces sujets-là de connexion à l'autre, même de spiritualité. Il y a un petit peu de spiritualité dans le fond de tout ce que vous dites, en fait. Et l'alignement, justement, aussi... ça serait, je pense que tout le monde gagnerait en politique à avoir ce type de raisonnement. Non, c'est vrai, c'est un plaisir de vous écouter. Je ne vous dis pas ça pour... j'ai rien à y gagner. Mais c'est vrai parce que on a tendance, quand on est de l'autre côté de l'écran, à avoir qu'une partie des politiciens, des politiciennes, à oublier que derrière tout ça, il y a une vraie humanité, en fait. Et vous la faites... vous la faites bien transparaître. Mais c'est aussi, dans le monde politique, les codes sont ainsi, c'est-à-dire que cette expression globale de qui on est, c'est pas évident parce que quelque part, il faut être un peu disruptif. Après, il y a tellement à gagner en énergie, tellement à être soi-même, je trouve. C'est tellement, ça renforce tellement d'être soi-même, et ça renforce aussi tellement dans les combats qu'on porte. Il faut faire attention parce qu'en politique, quand on n'est pas soi-même, on s'abîme. Et moi, je me suis toujours dit, quel que soit l'endroit où tu seras dans ta vie, l'activité que tu feras, il faudra toujours que ce soit, on va dire, pour te permettre un développement qui permettra certainement de faire, on va dire, des choses plus grandes. Et peut-être, il y a une expression de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voudriez voir dans le monde ». Et ça, c'est quand même une expression, quelque part, qui me guide beaucoup. Et voilà pourquoi je mets aussi du sens à ce que je fais. Et pour rebondir, moi je suis coach en neurosciences, parce que moi le cerveau, ça me passionne. Ah là là, mais moi aussi. Mais c'est tellement passionnant. Et je pense qu'on ne peut pas on peut pas très très bien se connaître si on ne comprend pas non plus comment le cerveau fonctionne. Parce qu'il va nous donner des bases. Enfin, voilà, les neurosciences, c'est quelque chose qui est complexe, hein, mais qui est vraiment passionnant. Et tout ça pour vous dire que je vous rejoins une nouvelle fois. Parce que moi, mes coachés, donc 98% sont des femmes, bien sûr. Et ce qu'elles veulent essentiellement, c'est revenir à elles. Et en fait, on travaille là-dessus, beaucoup. Sur le fait de revenir à soi. Comment je peux retrouver cette flamme intérieure? Comment je peux poser mes limites? Comment je peux... Et ça, c'est ce que je vous disais, c'est important. Il faut, du moins, essayer d'être le plus soi possible. C'est ça. Être le plus... Parce que si tu n'es pas toi, tu ne peux pas être heureux. Oui. C'est pas possible. On prend tous des masques à des moments donnés parce que parfois la société nous oblige à en porter et puis parfois tu es obligé aussi. Mais je pense que le masque, il faudrait... Comme s'il fait... Vous voyez, un masque un peu transparent. Vous voyez, qui laisse apparaître quand même un petit peu notre... moi, je le vois un peu comme ça. Mets ton masque, parce que parfois tu es obligé, mais laisse toujours un peu ton visage transparaître. Sandrine,
Mhm. Et s'il ne devait rester qu'une seule phrase de vous, une seule vibration, ce serait quoi? Ah, oh là là, ça c'est une question passionnante. Je pense que ce que j'inviterais chacun et chacune peut-être à faire, c'est peut-être qu'il y a une notion de danser et dans la vie, en France par exemple, mais aussi à plein d'autres endroits dans le monde. C'est important de danser avec les codes de notre société. Pas de jouer, de danser. Merci Sandrine.